Donc c'est encore, dis-moi, c'est quoi le temps? Je viens de, je viens de faire, sans me rendre compte, en parlant, j'ai fait un petit geste et j'ai arrêté l'enregistrement. Voilà un peu, et comme je suis toujours dans la même disposition, donc je m'approprie, je suis dans un rapport d'opportunité ou d'opportunisme. J'utilise tout ce qui se passe, tout ce qui se présente pour pouvoir m'en saisir, pour essayer de continuer à dire les choses. Donc, la rupture. Il y avait il y avait quelque chose qui se produisait. Euh, 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 une parole qui se constituait, puis sans que les choses aient été préméditées, sans avertissement, il y a eu la production d'un événement et puis une rupture. Évidemment, j'ai pu remédier à la rupture, mais par-delà même, cela a créé un événement, quelque chose d'irrémédiable. Cet enregistrement s'est arrêté. Et il y a là comme un absolu auquel on ne peut pas toucher. Donc je suis dans une autre disposition temporelle, je suis dans une autre forme, même matérielle, logicielle, etc. Donc l'événement, le temps et son rapport à l'événement. L'événement, qu'elle était initié, qu'il ait été voulu, qu'il ait été euh, pressenti, l'événement qui est ou l'événement qui se produit en quelque sorte de sa propre initiative de lui-même, l'événement qui est là et qui s'impose juste de par sa présence irréfutable. Voilà quelque chose de l'absolu, tyrannie de l'événement. La chose que nous avons, la petite nuance, c'est que nous, l'événement, nous parlons de l'événement qu'à partir du moment où il est là, il est tangiblement là. Il, quelque part, il est dans une singularité, il est dans un espace-temps qui n'est pas, qui lui appartient, qui est sien et qui gardera indéfiniment. On parlera de lui en termes d'éléments séparateurs entre un avant et un après, et donc l'événement, donc le corollaire, le corollaire inévitable du temps. Et que dois-je nous passons notre vie finalement euh, à essayer de nous éviter les contre-coups, à nous éviter des événements. Nous savons par expérience que certains événements vont nous percuter. Et ces événements-là, appelons-les aussi de nouveau ruptures, et que ces événements-là, pour certains d'entre eux, seront catastrophiques. Évidemment, quand nous utilisons là aussi en rapport avec les mots, avec le langage, il y a aussi une affaire de temps. Il y a des mots, des termes que nous utilisons, pour nous, ils ont une signification, alors que au moment où ils ont vu le jour, au moment où ils ont été élaborés, ils n'avaient pas la même, la même, le même sens, le même contenu. Peut-être que le mot catastrophe, qui peut être l'avènement de quelque chose, mais il n'a pas cet aspect, peut-être c'est cela, je l'ai entendu, est-ce que je l'ai bien remémoré,
Et en tout cas, donc, ce n'est pas la production de quelque chose de, de grave, mais peut-être juste l'aboutissement de quelque chose. Et donc, quand nous parlons, nous sommes là encore, nous témoignons d'une certaine expression du temps. Nous exprimons le temps à travers nos paroles. À travers aussi, à chaque fois que nous prononçons un mot, là aussi, nous créons une singularité, nous créons une certaine, j'allais dire, je récupère le mot distorsion, nous créons un lien de, comment dire, nous créons quelque chose qui fait que il y a une, non pas une divergence. En quoi la parole est-elle intéressante ou qu'est-ce qu'elle fait dans cette affaire-là? La parole, elle donne l'illusion qu'à un moment donné, parce que nous allons formuler les choses, nous allons être, d'une certaine façon, nous aussi participer à la fabrication des choses. Nous allons participer à la fabrication de l'événement. Et le moment, d'une certaine façon, où nous avons la parole, c'est comme si nous étions un peu dans une position de maîtrise et que rien ne peut se produire parce qu'on est qui pourrait nous être défavorable parce que nous pouvons d'une certaine façon le rejeter. Je dis je ne veux pas. Et pendant que je dis cela, rien ne peut se produire de ce que je ne désire pas. Je ne veux pas. Mais il y a au moment où quand je vais arrêter de le dire, et à ce moment-là, il y a bien un moment où il faudra que je m'arrête de le dire. Je peux dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et à un moment donné, je l'ai dit 3 fois et je me suis arrêté. Je pourrais le dire une 4e fois, mais ça ne changerait rien. Donc à un moment donné, il faut bien que je m'arrête. Et à un moment donné, il faut bien que je revienne dans le cours du temps. Dans le temps de l'événement. Petite chose, comme ça en passant, événement, avènement. Oui, l'événement, peut-être l'événement aussi troublant, aussi déstabilisant qu'il puisse être, et quelque part, ce qui nous permettrait peut-être d'arriver à quelque chose, permettre de faire un peu émerger quelque chose, l'avènement de quelque chose. Nous sommes en attente d'une certaine allez, je le prononce et je ne sais plus exactement ce que cela signifie exactement, la parousie, quelque part nous sommes un peu en attente de notre propre transcendance. Nous désirons l'avènement de cette transcendance, de notre vivant, pas de nous d'attendre la mort de notre corps pour essayer de penser que notre âme va pouvoir vivre éternellement, etc., etc. Nous pensons réaliser la transcendance, comme d'autres pensent réaliser transhumanisme ou des choses comme ça. La transcendance. Et nous avons des corps, nous avons des réalités qui se posent à ce désir. Le mot de transcendance, il est peut-être plus fort que nous-mêmes. Il nous dépasse par ce qu'il implique, parce qu'il demande, parce qu'il exige, parce qu'il est au-delà de nos capacités. Se transcender. Et quelque part, c'est se situer au-delà du temps, hors du temps.
hors du temps subjectif, objectif. Évidemment, là aussi, j'ai oublié cette grille d'analyse, le temps subjectif. Donc là aussi, on peut parler de temporalité subjective, temporalité, etc. Là, donc, le temps cette chose qui nous permettrait de sortir de tous les types de temps, tous les types de temporalité. Mais le problème est que nous avons besoin d'un temps subjectif et d'un temps objectif. Nous avons besoin de ces temps-là. Parce que nous sommes, d'une certaine façon, nous nourrissons de l'événement. Nous nourrissons de ce qui n'était pas attendu. D'une certaine façon, quand nous avons affaire à quelque chose qui n'était pas dans l'attendu, qui n'était pas dans l'ordre des choses, qui sort un peu de l'ordre des choses, que ce soit de façon infime ou de façon beaucoup plus conséquente, nous avons besoin qu'il y ait des petites ruptures, peut-être même des moyennes ruptures. Ce qui nous pose problème, ce sont les grosses et les grandes ruptures, ces choses qui créent une lignée temporelle, comme on pourrait dire, une ligne temporelle beaucoup plus qui crée cette divergence. Alors que des petites divergences, comme des petites corrections que nous conduisons, nous faisons constamment des petites corrections sur le volant. Et ces petites corrections pour rester sur la route, pour ne pas sortir de la route. Et nous avons donc ces petites choses et évidemment quand nous conduisons c'est pour aller d'un point à un autre, pour rallier un lieu. Et dans la vie, nous sommes partis, mais nous ne savons pas ce que nous allons, vers quoi nous allons. D'une certaine façon, nous conduisons notre véhicule, nous nous transportons vers quelque chose qui... nous sommes en mouvement, nous sommes en déplacement, mais là, avec plus ou moins de rythme, avec plus ou moins d'empressement, mais nous allons vers quelque chose, nous faisons... dis-moi, c'est quoi le temps? Oui, j'ai besoin de savoir, parce qu'il y a des moments où la question me semble pertinente, où la question me semble intéressante. Je me pose tant et tant de questions. Je cherche des réponses. Bien sûr, il y a des questions qui me paraissent beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus fondatrices, beaucoup plus déterminantes, beaucoup plus pressantes que d'autres. Je fais une hiérarchisation entre les questions, mais j'essaie de pas être tenu totalement par cette hiérarchisation. Est-ce le temps qui m'interpelle le plus? Est-ce que le temps, c'est la chose sous laquelle je mets tout d'une certaine façon? C'est le temps. Tout est déterminé par le temps. Tout est sous le sceau du temps. Le temps. Le temps, c'est quoi la nature du temps? Si tant il est une nature. Si tant il a une nature. Si tant il possède
une si tant il possède une essence, si tant il possède une signification, si tant il possède une entité. C'est l'image de ces multiples chemins. Ça m'avait beaucoup frappé, ces chemins, ces lignes de train et ces énormément de voies. Énormément de voies les unes à côté des autres. Et on pourrait imaginer que nous sommes chacun lancés sur une voie et que, là encore, il y a aussi toujours le problème de lieu de départ, lieu d'arrivée, en supposant de toutes les façons, nous sommes sur des lignes, là aussi encore les lignes temporelles, sur des lignes, mais qui ne, comment dire, chacun est arrivé à est à un moment particulier. Mais là, ça ne me satisfait pas. C'est l'idée que parce qu'il y a un début et une fin aux choses, mais c'est surtout l'idée que le temps est par rapport à cette histoire de cyclicité. Encore une fois, je reviens sur le cycle. Je suis né d'une volonté de perdurer. À un moment donné, au moment où mes parents ont décidé de me mettre au monde, si je puis dire, ils ont par là même signifié qu'ils acceptaient la loi du temps. Que le temps, il dit que il y a, comment dire, il y a une antériorité, il y a une postériorité, il y a le début de quelque chose qui signifie la fin de quelque chose, ou le début de la fin, ou la certitude de la fin de quelque chose. Donc, ma naissance signifie la mort de mes concepteurs. Ma naissance, tôt ou tard, évidemment. Et, mais si je devais survivre éternellement, ce serait la mort d'une certaine façon. La vie, la perpétuation de la vie signifie jusqu'à maintenant. Donc nous sommes un peu régis par cette chose. Cette chose s'impose à nous dès le départ. Le père, la mère voient en nous ce qui pour eux symbolise la certitude de la fin. Et nous construisons des souvenirs, nous accumulons au maximum de sensations, de vécu, etc., pour pouvoir, d'une certaine façon, engranger un maximum pour faire des provisions. Parce que nous savons que nous n'aurons que cela, le souvenir, pour essayer de faire un peu, de résister au rouleau compresseur du temps. C'est parce que le temps nous détermine à chaque fois en tant qu'étrangers à nous-mêmes, dans notre propre espace de perception, entre notre propre espace de vie. À chaque fois, nous devenons étrangers à nous-mêmes, étrangers à ce que nous vivons, étrangers aux autres, etc. Nous quittons notre monde pour continuer à exister dans le monde. Et donc, nous devons, par le souvenir, nous maintenir dans le monde d'avant. Une certaine façon de nier l'évidence. Je peux circuler dans le temps à travers le souvenir. Je peux faire les allers-retours que je veux.
d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que, évidemment, la mémoire commence à vaciller, et je peux les faire, ces allers-retours. Et je peux faire le voyage que je veux, d'une certaine façon. Cela ne se passe pas tout à fait comme cela. Le voyage, je ne le fais pas de façon volontaire. Ça fonctionne par l'évocation, l'association d'images, etc. Donc je suis, d'une certaine façon, un voyageur involontaire. Je voyage dans mon propre passé, quand même à des moments où je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je le fais quand même. Mais j'ai cette capacité. Si je voulais, je pourrais réaliser des séjours de façon ordonnée, organisée. Je partirai avec des munitions, je partirai, je dirais, je vais partir pour tant de temps, etc. Et je vais séjourner dans la période telle et telle. Évidemment, c'est la seule chose que j'ai par rapport au temps. Donc, est-ce que parler du temps signifie qu'on a fini avec le temps? Évidemment que non. Évidemment que non. Nous faisons des tentatives désespérées, malheureuses. Quelque part, j'ai oublié le terme, un peu pas pitoyable, mais un peu, j'ai oublié le terme qui m'aurait convenu un peu plus. Nous sommes dérisoires, voilà le terme de dérisoire. Nous faisons des efforts dérisoires pour nous maintenir à la surface, pour rester un peu maître du jeu, un peu participer en tant qu'acteur au jeu de notre vie, et être moins dirigé, participer nous-mêmes de l'œuvre qui est notre vie. Et oui, c'est le temps. Le temps d'une certaine façon, le temps de m'adresser. C'est quoi le temps? C'est un moment. Un moment, juste un moment. Mais tous les moments ne se ressemblent pas. Tous les moments ne sont pas aussi parlants, aussi expressifs que d'autres. Le temps. C'est le temps de te dire certaines choses. Et puis, est-ce que tu as le temps de les écouter? Le temps que moi, je les dise, tu n'es déjà plus là quelque part. Le temps de l'accordance et le temps de la discordance. Nous ne n'accordons pas dans le temps. Nous n'accordons pas dans le moment. Le temps permet l'illusion de l'instant, l'illusion de la rencontre, l'illusion de la proximité. Le temps et l'espace, évidemment. Nous sommes d'une certaine façon, là aussi, encore une fois, victimes, et nous victimes consentantes, des mots. Nous essayons finalement d'exprimer les différentes subtilités d'une chose, et nous nous retrouvons un peu à court de mots, parce que il y a des choses que nous essayons de dire et nous les disons de façon tout à fait autre. Nous les ratons. Nous ratons notre expression. Nous ratons nos approches parce que nous le laissons un peu piégé par des mots. Parce que nous, dans notre tentative vaine
de faire différent, nous nous retrouvons à faire pareil, parce que ce sont mes mots, qu'ils soient de l'ancien ou de l'actuel, qu'ils soient actuels ou actuel, ancien français, nouveau français, peu importe, c'est toujours d'une certaine façon les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes enchaînements. Voilà enchaînement. À un moment donné, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait que nous nous exprimons de cette façon. Est-ce que c'est notre mental ou est-ce que c'est notre langage qui crée notre perception? Quelle est la véritable perception? Elle se situe où et comment faire témoigner cette perception, la faire exister? Si on utilise les mots de tout le monde, on n'exprime pas sa propre singularité. Donc là, je suis un peu arrivé à un point j'allais dire de fixation, non, mais un point je suis arrivé à un point de, oui, saturation. Je suis un peu saturé par ce propos, mais parce que le corps, évidemment, nous sommes, voilà, à un moment donné, le temps, c'est un peu la concentration d'un certain nombre de disponibilités, de dispositions, de potentialités. Et une fois, évidemment, là aussi, c'est une expérience que nous faisons, une fois que nous avons épuisé un peu la matière, j'ai mis mon corps au travail et à un moment donné, mon corps s'épuise. Voilà un peu le temps, une autre expression du temps. C'est nous sommes finalement en capacité de faire qu'à certains moments de notre vie. Nous ne sommes pas toujours en forme. Nous ne sommes pas toujours en capacité de faire. Nous ne sommes pas toujours potentiellement actifs ou créatifs ou autres. Nous sommes souvent dans une certaine médianité. Nous sommes ni totalement hors, ni totalement dedans. Nous baignons dans une certaine forme de vision, mais qui est médiane, qui n'est évidemment pas médiocre, j'allais dire médiocre, non, médiane, entre entre le connu et entre l'archi un peu l'archi connu, et puis le sentiment, une certaine façon de percevoir quelque chose. Nous avons quelques petits sursauts de compréhension, comme si ça, c'est, ça, ça marche comme ça souvent, et puis, comme en cet instant, on essaie de faire en quelque sorte une sorte de performance, d'exister un peu plus que d'habitude et de faire un peu jaillir hors de soi les mots avec leur expressivité, avec leur une certaine énergie, un peu l'énergie du désespoir, un peu de dire à quel point la condition humaine, la condition du vivant tout court est une condition pleine de contrariétés, pleine non pas de mystère, mais pleine de confusion, pleine d'attentes vaines, pleine de frustration. Moi je suis frustré de mon propre être par cette chose qui me retient et qui m'empêche peut-être, je ne sais pas, je fais juste comme ça vient à l'esprit, fusionner avec la terre. Non, c'est pas ça, c'est me sentir d'une certaine façon. euh, Nous pensons, c'est comme ça qu'on nous a formés, nous pensons que nous avons chacun à notre niveau
une mission. Nous sommes toujours tous des prophètes, tous des proclamateurs, des diseurs de vérité. Nous essayons à un moment donné de participer à cette œuvre commune qui est celle de la collecte des éléments qui, qui nous permettent à tous de comprendre notre nature, de nous comprendre, de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, ce qui nous arrive, ce pourquoi nous sommes là, ici, et malgré tout, là aussi, on reprend des termes tout à fait trop usés, et finalement, moi j'essaie d'être dans un autre, d'aller au-delà de ça, que la question n'a pas de sens, que celui d'occuper l'espace à un moment donné, d'être dans le temps à un moment donné, mais que c'est cela sa fonction, et la seule fonction qu'elle a, et qu'en dehors de l'espace-temps de sa propre production, elle cesse d'être intéressante, elle n'a plus d'opérationnalité, elle n'a plus d'effectivité. Et donc c'est à un moment, c'est comme si l'intérêt des choses, c'est d'être dans l'instant. Et en dehors de l'instant, il n'y a plus aucune vérité, rien à rechercher. La vérité d'une certaine continuité, ça n'existe pas. C'est l'instant qui est l'expression de la vérité ultime et rien d'autre. Et puis, évidemment, l'instant qu'on quitte pour un autre instant, et puis un autre instant, et que nous devons vivre dans ces instants et n'a rien à attendre de l'instant d'après. Et d'une certaine façon, tant que ce que nous désirons est lié à notre propre condition et à l'expression classique de cette condition, et nous allons toujours au devant de désillusions. Il faudrait qu'on quitte un peu cet univers de conceptualisation, cet univers de compréhension, c'est cette habitude que nous avons d'analyser les choses selon les schémas habituels, et que d'une certaine façon il faudrait trouver autre chose pour nous permettre de quitter un peu ce carcan, ces carcans de toutes sortes qui nous semblent quelquefois, ou qui semblent à certains d'entre nous tout à fait pertinents, tout à fait convaincants, et pour d'autres ils semblent tout à fait manquant de inconvaincant. Il semble inconvaincant, il semble insuffisant. Voilà l'insuffisance de ce qui est proposé. Sa relativité, j'ai dit, à nous, d'une certaine façon, nous sortons d'un absolu pour rechercher un autre absolu. C'est quoi l'absolu? Là encore, tant qu'on est dans ces termes-là, l'absolu, le relatif, nous désirons l'absolu parce que le relatif, c'est le relatif, et que l'absolu, ça semble meilleur parce que doté d'une capacité de permanence et une capacité de survivance. L'absolu, c'est la chose qui peut survivre à tout, qui n'est pas altérable. Et nous sommes un peu fatigués de cette altérabilité des choses, que ce soit nos convictions, nos visions, nos perceptions, notre être dans le temps, les choses qui s'altèrent, là encore, le temps qui est là, le côté altéré des choses. Nous pensons, voilà, le temps qui transforme, le temps, là aussi je me saisis de cet élément. Évidemment, je pourrais partir là encore sur cet élément par opportunisme, parce que je veux en faire le plus. Et donc, d'une certaine façon, c'est la chose, nous sentons en nous
que quelque chose nous échappe. Voilà le côté, qu'elle soit de notre propre personne, qu'elle soit liée à notre corps ou à notre au rapport que nous avons avec ce corps, et puis ce qui est notre entourage. Il nous semble que des éléments d'altération, des éléments de désorganisation, des éléments de dissociation, presque de dissolution, s'invitent un peu dans notre vie et qu'elle commence à saboter tout cet édifice que constitue notre unité affective, notre unité lignagère, notre unité symbolique, et que ces altérations sont quelquefois tellement fortes, deviennent tellement apparentes, tellement agissantes que nous sommes finalement nous sentons en danger, en péril. Voilà le péril. Le temps et le péril en la demeure. Le péril, l'élément déstructurant. Déstructuré pour une certaine façon, quand nous avons quelque chose, je prends par exemple la terre, si une famille, un clan se dissout, ça peut bénéficier à notre clan. Là aussi, ce qui nous permet de bâtir, et finalement, cette terre ou ces pierres sont passées par des processus d'association, de dissociation, etc., d'agglomération et de désagglomération, et que finalement, pour arriver à nous donner, à nous permettre de les utiliser pour dans des constructions dotées d'une stabilité qui nous convient, et finalement cette stabilité est elle-même et donc issue d'une instabilité. Cette organisation est issue d'une désorganisation, et que tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons est soumis à l'élément de cette variation entre désorganisé, organisé. Ce qui en fait pour nous est dans une forme désorganisée peut ne pas l'être. En tout cas, nous vivons avec un monde qui varie entre les deux formes, et l'altération, et c'est peut-être un élément normal, essentiel, mais essentiel à quoi? À un rythme beaucoup plus grand que notre rythme propre, à quelque chose, à ce que la Terre reste la Terre, je ne sais pas. En tout cas, je m'en fiche un peu, et dans le sens où ce qui est donc l'altération fait que nous grandissons, nous accumulons les faits qui nous prouvent que cette altération, quand elle commence à se manifester, elle se manifeste, mais elle ne va pas s'arrêter. Donc finalement, un certain stade d'altération peut nous apparaître avec le temps comme, en fait, c'était un stade qui était acceptable, alors qu'en fait, au moment de sa production, il nous paraissait à rejeter. Et finalement, nous passons d'un stade d'altération à un autre jusqu'à ce que l'altération devienne l'élément majeur de l'expression de l'être, et que finalement l'être ou la chose cesse de tenir et qu'elle s'effondre. Voilà un peu aussi après l'altération, l'effondrement. Encore une fois, l'effondrement, l'éclatement, un peu l'élément. Il y a malgré tout, il reste
un élément de refus, de révolte. Ça signifie quoi les révoltes silencieuses, les révoltes contenues? Une révolte, c'est une révolte qui doit éclater au grand jour, qui doit impulser quelque chose. Une révolte, c'est pour rejeter, mais de façon concrète. Quand on nous révoltons contre le temps et que nous le faisons en nous et que l'écho de cette révolte ne dépasse pas les ne dépasse pas les recoins de notre tête et que cela donc ça n'a aucun effet. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme révolte contre le temps? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de tel ou tel cet effort? Nous pouvons essayer, imaginer, souhaiter, espérer que le temps va nous accorder un sursis. Voilà l'idée dans cet élan et que quelque part que nous bénéficions d'une pause, d'un sursis, d'un moment d'arrêt et que seulement est-ce que nous allons nous rendre compte que ce moment d'arrêt, il est là, que ce sursis nous a été accordé. Nous pourrions très bien être en attente d'un sursis qui nous a été accordé finalement sans que nous nous rendions compte et finalement le sursis passe. Le sursis tombe, je ne sais pas comment on dit, et puis finalement tout reprend son cours normal. Et moi j'ai l'impression que nous sommes en sursis et que nous n'avons pas conscience de cela. Et que, à un moment donné, j'avais appelé ça une stase. Ce n'est pas une stase, c'est un moment pendant lequel rien de fondamental ne semble se produire. Rien de grave, je veux dire. Il y a un moment donné où notre rapport au temps devient un rapport de défiance et non plus un rapport de désir, un rapport comment dire, un rapport apaisé. Le temps devient un peu, et nous convoquons que les expressions qui vont dans ce sens. Défiance, colère, appréhension, rejet, et il n'y a que cela. Alors évidemment, j'ai essayé de répondre à cette proposition parce que le temps, là encore une fois, opportunément de me saisir, là encore une fois, quand on a une idée, quand on entend quelque chose, quand nous avons une association d'idées, quand nous avons une image et que nous laissons passer le temps, nous avons après à faire un effort qui devient un effort fort, un effort énorme pour essayer de nous rétablir dans les conditions de l'apparition de cette idée ou de cette image. Et comme ce que je fais maintenant, et la chose devient un peu pénible, il y a à sortir ses tripes presque pour essayer de trouver de quoi remplir la proposition. Et donc, je n'ai pas, évidemment, pas répondu à la question. Il ne s'agissait pas de cela. Soyons clairs, soyons raisonnables. C'était sûr que je n'allais pas répondre à la question. Et puis d'abord, je ne pouvais pas répondre à cette question qui était censée avoir été posée de façon douce. J'allais pas y répondre de façon en éructant comme ça, en élevant la voix. Il fallait répondre sur un temps plat presque, un temps doux. Là, il s'agissait parler du temps, s'adresser au temps, répondre sur la question du temps. Ce n'est pas possible de le faire sur un temps apaisé, un temps modéré. Non, le temps ne nous laisse pas indifférents. Il ne nous laisse pas, il nous permet pas d'être dans la modération. Le temps est quelque chose. Et puis, le temps. Et puis, il y a l'altérité.
c'est peut-être l'élément absolument, je ne sais pas, autre. Il y a l'altérité, c'est, j'allais dire, le temps, ce qui permet d'exprimer l'altérité des destins, l'altérité des trajectoires, des parcours, etc., des voyages. Il y a le désir de faire front commun contre le temps, front commun avec tous. Tous, nous sommes condamnés. Et pourtant, chacun s'échine, chacun s'ingénue à essayer de battre, de construire des digues, de se battre tout seul, d'élever des digues, croyant que par sa propre volonté, à lui tout seul, il va arriver à faire front. Non, nous devons travailler ensemble et pour faire en sorte de réduire les effets de marée, j'allais dire, voilà, j'ai retrouvé encore la vague, les effets du temps, pour essayer de faire en sorte que ce qui est inacceptable, nous n'allons pas pouvoir négocier avec le temps, la question n'est pas là, mais ce qui est quelque part, quand nous faisons un effort qui peut bénéficier à tout le monde, nous avons nous allons ressentir un certain apaisement, parce que nous savons que notre effort a été ou va être apprécié, que nous avons peut-être participé à une œuvre qui nous dépasserait, qui nous dépasse et qui, par-delà même, que notre vie n'aura pas été inutile, que quelque chose de nous va pouvoir nous survivre. Quand nous travaillons sur la compréhension, sur l'effort d'éclairance, sur l'effort de compréhension, sur l'effort de... Quand nous sommes pris par cette chose-là et pas par une autre, nous savons que celui qui a un rapport avec la terre, va pouvoir, qui a un rapport concret avec les choses, avec l'origine des choses, va pouvoir nous apporter sa propre expérience, ce propre ressenti, sa propre implication, qui va pouvoir, chacun va apporter va apporter ce qu'il a, d'une certaine façon, synthétisé, ce qu'il a appris. Et chacun, et en fin de compte, il y aura peut-être l'ébauche d'une compréhension de quelque chose, l'ébauche d'une vérité, si tant il existe peut-être un besoin de vérité, je ne sais pas, on est toujours prisonnier d'énormément de contraintes, de limitations, et c'est uniquement quand nous devenons plus que nous-mêmes que nous sortons un peu de cette impression d'emprisonnement et une certaine façon de claustration. Donc je finis avec ce thème. Un peu malgré moi, je ne suis pas satisfait du traitement. Évidemment, l'insatisfaction, c'est aussi un élément qui est inhérent à toute approche du temps. L'insatisfaction, s'attaquer au temps ne peut être que source d'insatisfaction. Le temps nous fait expérimenter pas à chaque instant, mais souvent, mais quelquefois, je ne sais pas. Donc, ce qu'est l'insatisfaction, ce qui est, en fait, d'autres ont appelé peut-être la frustration, mais ce qui est, à un moment donné, l'insatisfaction, c'est une certaine façon un peu de satisfaction et un peu de manque. Il manque quelque chose. On ne peut pas être dans l'insatisfaction la plus totale parce qu'on a quelque chose. Mais on n'a pas le complément.
de cette chose-là. Donc, dans un entre-deux, on n'est ni satisfait ni insatisfait. Le temps, c'est cela. À un moment donné, nous pensons que nous avons la capacité d'avancer. Et à un moment donné, nous pensons que il nous sera impossible d'avancer, d'avoir, d'être dans la perception qui permet l'avancement. Et on est dans cet entre-deux, on est en désir et on n'est pas en capacité, en désir, en capacité de faire, etc. Donc, l'être humain, un peu à l'imitation de Dieu, quelque part, lui aussi essaie de se saisir du verbe. Et d'une certaine façon, il veut que le verbe s'incarne en quelque chose. À un moment donné, il y a de la divinité dans le propos de chaque être humain. Et le mot, le verbe qui serait à l'origine de quelque chose, le verbe qui impulserait l'émergence, qui aiderait à l'émergence d'un monde, comme il a permis l'émergence du monde premier. Et le verbe pour donc aider à l'émergence du monde nouveau. Une illusion secondaire qui est née de la première illusion, issue de la première illusion, cette illusion que quelque part il y a un début des choses et évidemment qu'il y aura une fin des choses. Nous sommes un peu les enfants de cette vision des choses. Quand nous nous exprimons, nous essayons là aussi d'être dans cette œuvre-là. Et évidemment, nous sommes loin d'égaler les dieux, nous sommes juste des imitateurs. À un moment donné, nous réussissons à faire illusion pendant un certain temps, et puis nous devons nous incliner devant la vérité, que nos mots ne sont rien d'autre que des éructations, que des sons discordants, et que finalement nous sommes un peu à plaindre parce que nous faisons un effort qui n'a pas de raison d'être, nous faisons un effort pour croire, peut-être pour essayer de plaire à quelque chose, à une quelconque entité qui, elle, est absolument indifférente à tout ce que nous pourrions entreprendre, et que finalement nous sommes là dans nos efforts pathétiques, voilà, d'exister et de proclamer les choses pathétiques. Notre être est pathétique, notre propos est pathétique.